Hier après-midi, l'Amérique a appris que ses prix montaient de 3,4% par année et Wall Street a sorti le champagne parce que c'était super cool. 3,4% d'inflation, on applaudit, on s'embrasse, on se congratule et on fait monter le S&P de quelques points, quelques cents. Et vous savez pourquoi ? Pas parce que la Fed va baisser les taux, non, parce qu'elle ne va peut-être pas les monter. Oui, on en est là, on fête le fait de ne pas se faire taper dessus par Monsieur Warsh. Sauf que ce chiffre, quand on le regarde de près, il tient pas vraiment debout quand même. Et dans la même séance, eh bien, il y a 2 points de marge brute chez une entreprise que tout le monde connaît, que personne n'a relevé et qui passe chez un autre et qui raconte à eux seuls tout ce qui se passe sur les marchés en 2026 et dans le monde de la technologie aussi. Restez jusqu'au bout parce que la meilleure partie de cette vidéo, c'est la dernière. Bon, le début est pas mal aussi et le milieu est très très bien. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, on est le jeudi 13 août 2026 et je suis Thomas Veillet. Et on va parler d'une séance qui, vue de loin, n'avait l'air de rien. Un indice qui prend 0,26%. Ouh, comme c'est excitant. Le genre de journée dont personne ne se souviendra dans 6 mois. Sauf que quand on retourne un petit peu les cailloux, il y a des trucs en dessous. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup de trucs en dessous. Et on va parler d'un chiffre que je ne comprends toujours pas, de 1380 milliards de dollars, d'un pays entier qui s'est ruiné puis a repris 23% en 10 jours et d'une société cotée qui vaut 18 milliards pour 30 millions de chiffre d'affaires. C'est parti. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Bon alors évidemment, on commence par le CPI du mois de juillet, on l'attendait, on l'a eu, le voilà, plus 0,1% sur le mois, 3,4% sur l'année contre 3,5% en juin. Le corps, celui qui enlève l'alimentation et l'énergie, plus 0,2 sur le mois, 2,5% sur 12 mois, 4 chiffres attendus par le marché et 4 chiffres tombés comme par hasard, pile poil dans les attentes. C'est presque trop beau pour être vrai. Alors moi, j'avoue, j'ai un petit côté, je vais pas dire complotiste, mais oui, allez, un tout petit peu complotiste, que j'assume quand même. Mais quand je vois 4 chiffres sur 4 qui atterrissent exactement là où les économistes les avaient posés, j'ai toujours cette voix qui me dit « Dites voir les gars, vous avez rempli les cases avant ou après les chiffres ?» Bon, admettons que ce soit le hasard, admettons que les analystes aient du talent. Et là, le marché fait ce qu'il fait toujours, il ne lit pas le rapport, il lit le titre. Le titre est dit conforme aux attentes, donc il comprend la Fed ne bougera pas les taux, donc il achète. 40 secondes de réflexion montre en main, résultat, le S&P 500 termine à 0,12% de son record historique et il n'a même pas été capable d'aller le chercher avec une si bonne nouvelle. 10 jours à attendre ce chiffre et on n'arrive même pas à faire un nouveau plus haut avec. Maintenant, on va creuser un petit peu parce que c'est là que ça devient marrant. Quand on ouvre le rapport, on voit tout de suite quel poste a fait descendre l'inflation ce mois et ce poste, c'est l'énergie, c'est l'essence, c'est elle qui a fait tout le boulot. Ouais, sauf que moi, j'ai regardé le pétrole en juillet. Le pétrole en juillet, il est passé de 68 $ le premier du mois à 92 $ le 24 du mois. 35% de hausse en 3 semaines et demie. Ensuite, il a reperdu 8% pour finir le mois à 84. Donc, parti de 68, fini à 84. Et on vient m'expliquer que l'énergie a fait baisser l'inflation. Alors, j'ai relu 3 fois. Je me suis dit, bon, Tom, tu deviens vieux. T'as dû tenir le graphique à l'envers, c'est normal, c'est un grand classique. Du coup, je suis allé chercher les vraies données, pas le commentaire des analystes, pas la note d'une banque, les chiffres de l'EIA, l'agence américaine de l'énergie, sur le prix du gallon à la pompe. Le vrai prix, celui que le type paye en moyenne quand il fait son plein entre le Michigan et le Texas. Eh bien, écoutez bien, le 1er juillet, on est à 3,85. Le 8 juillet, on est à 3,80. Ah, ça baisse, effectivement. Le 15 juillet, 3,89. Ah, non, ça remonte. Le 20 juillet, on est à 4. Le 23 juillet, on est à 4,09. Et le 31 juillet, on est à 4,11. 3,85 au début du mois, 4,11 à la fin du mois. Ça, chez moi, là d'où je viens, ça s'appelle une hausse. Et dans le même rapport, les billets d'avion prennent 2,2% en un mois, alors que l'essence a soi-disant baissé, les services médicaux plus 0,6, et les voitures d'occasion repartent, et même les fringues sont plus chères. Donc, résumons. L'essence monte, les billets d'avion s'envolent, le médical accélère, et l'inflation ralentit. C'est pas mal quand même, hein ?
C'est presque de l'art. Mais bon, personne ne creuse, personne, parce que ce chiffre arrange tout le monde. Il arrange la Fed, qui n'a pas envie de monter les taux. Il arrange la Maison-Blanche, qui a besoin de dire que les prix baissent. Et il arrange le marché, qui a besoin d'une raison d'acheter au mois d'août. Quand un chiffre arrange tout le monde, méfiez-vous du chiffre. Il y a un truc que j'aimerais bien qu'on comprenne tous ensemble une bonne fois pour toutes, parce qu'on parle beaucoup d'inflation ces derniers temps, et c'est important qu'on ait creusé un tout petit peu. Quand on vous dit que l'inflation est revenue à 3,4%, votre cerveau entend « Ah, ça va mieux, les prix redescendent ». Non, 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 non. L'inflation qui baisse, ça veut pas dire que les prix baissent, ça veut dire qu'ils montent moins vite. C'est la vitesse qui ralentit, c'est pas la voiture qui recule. Alors ce matin, j'ai fait mes devoirs. J'ai repris les chiffres depuis 2019, juste depuis 2019. Et depuis 2019, les prix aux États-Unis ont augmenté d'environ 33%. 33%. Et là-dessus, on continue d'ajouter 3,4% par année. Pour l'instant. C'est pas un retour à la normale, c'est une nouvelle base de départ. Le prix, il ne redescendra jamais, il est acquis, il est dans le mur, il est gravé dans le marbre. Alors moi, je vous pose la vraie question, celle qui n'est jamais posée en général dans les médias. Combien d'entre vous gagnent 33% de plus qu'en 2019 ? Voilà. Ça, c'est l'inflation. C'est pas un chiffre dans un tableau, c'est un transfert silencieux, permanent, et personne ne signera jamais un papier pour dire qu'il a eu lieu. Ah oui, puis alors, pendant ce temps, Trump était dans l'Ohio, mardi, et il expliquait que les prix baissaient à la vitesse de la lumière, et qu'il y avait de plus en plus de gens qui travaillent, des gens qui travaillent plus que jamais. Petit détail, on l'a vu en début de semaine, le taux de participation au marché du travail vient de chuter de 0,7 points. La pire dégringolade sur une période janvier-juillet depuis que les Américains collectent cette donnée, hors année confinement bien sûr. Donc oui, il y a moins de chômeurs, mais parce qu'il y a moins de gens qui cherchent du travail. C'est pas du tout la même chose, mais visiblement ça passe crème en meeting politique. Parlons maintenant encore de la Fed, parce qu'il y a quelque chose de fondamental qui a changé un peu cette année, qu'on voit peut-être pas du premier coup. Pendant 15 ans, le réflexe du marché, c'était quasiment du Pavlov en fait. Mauvaise nouvelle sur l'économie, la Fed va baisser les taux, et si la Fed baisse les taux, qu'est-ce qu'on fait ? On achète. Un chômage qui monte, c'était une bonne nouvelle boursière. Vous vous rendez compte du niveau d'absurdité qu'on avait atteint. Aujourd'hui, avec Kevin Warsh à la tête de la Fed, on a un petit peu inversé le circuit. La question n'est plus quand est-ce qu'ils vont baisser les taux, c'est est-ce qu'ils vont oser les monter ? Les probabilités d'une hausse des taux le 16 septembre sont tombées à 40%. Il y a une semaine, on était au-dessus des 55%. Traduction, le marché a passé sa journée à parier que la Banque centrale ne ferait absolument rien. Et il a trouvé ça formidable. Ne pas bouger, c'est devenu génial sur les marchés boursiers. Mais attention, il reste 3 membres du comité qui, eux, veulent monter les taux. 3 dissidents dans une institution dont le sport national, c'est le consensus mou et le communiqué qui ne veut rien dire. Et leur argument à ces 3 dissidents est bon. C'est pas le niveau de l'inflation, c'est sa persistance qui fait peur. Ça fait plus de 5 ans que l'inflation américaine est au-dessus de l'objectif des 2%. 5 ans! C'est plus un accident de parcours, c'est une habitude, une normalisation. Et le jour où les gens intégreront 3% comme étant la nouvelle norme de la hausse de l'inflation annuelle, dans les salaires, dans les loyers, dans les contrats, à ce moment-là, on ne reviendra plus en arrière et la Fed changera d'avis. Warsh le sait, et c'est pour ça qu'il dit rien pour l'instant. Et c'est justement parce qu'il ne dit rien qu'il se passe un truc bizarre du côté des obligations. Pendant que les actions faisaient la fête, petite fête, il y a un marché qui n'a pas vraiment applaudi et c'est le plus gros marché du monde. Le 10 ans américain n'a pas bougé d'un cheveu, 4,69%. Le 30 ans, par contre, lui, il est monté à 5,23% et il n'y a que le 2 ans qui a baissé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en français ? Eh bien, que le marché obligataire veut bien croire que la Fed ne montera pas les taux là tout de suite. Ça, c'est le 2 ans qui le démontre, ça c'est clair et net, c'est réglé. Mais dès qu'on lui demande de prêter pour 10, 20 ou 30 ans, on lui dit « Ouais, attends 2 secondes, moi je vais te payer... beaucoup plus de pognon, beaucoup plus d'argent. Il ne fait pas confiance à la suite, ni à l'inflation, ni à la solvabilité. Et c'est là que j'arrive au chiffre du jour, celui pour lequel je vous demande de poser votre café, histoire de ne pas le renverser. Le coût annualisé des intérêts sur la dette fédérale américaine vient d'atteindre 1380 milliards de dollars par an. Uniquement les intérêts, pas le remboursement, juste les intérêts. Sur une dette qui culmine ce matin à 39 854 milliards. 1380 milliards, ça fait 4,2% du PIB américain. Le niveau le plus élevé depuis 1997. Et pour l'échelle, fin 2020, on était encore à 2,3%. En 5 ans, la facture a augmenté de 900 milliards. Elle a quasiment triplé. Ramenons maintenant ça à l'échelle humaine, parce que les milliards, au bout d'un moment, ça ne veut plus rien dire. Vous divisez par la population américaine, et ça fait environ 4 000 $ par personne et par an.
du nourrisson au retraité. Une famille de 4, c'est 16 000 $ par année. 16 000 $ avant d'avoir acheté 1 kilo de pain, avant l'école, avant le loyer, avant la bagnole, avant l'essence, avant la première douzaine d'œufs. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi le 30 ans refuse de descendre. C'est pas un problème de banque centrale, c'est même pas un problème de taux, c'est un problème de solvabilité déguisé en problème de taux. Donc, on n'a pas fini d'en parler. Maintenant, voyons un peu ce qui se passe du côté du cirque moyen-oriental entre Trump et ses potes iraniens. On est désormais dans le stand-up géopolitique. Trump affirme que les États-Unis ont le contrôle total du détroit d'Ormuz. Quelques heures plus tard, l'Iran répond « Le détroit reste fermé ». Vous avez deux voisins qui s'engueulent sur WhatsApp, sauf qu'ici, ce sont des millions de barils qui restent coincés. Et coincés, ils le sont. Un bateau passe par là, ou 10 passaient avant la guerre. Le marché est privé de l'équivalent de la consommation cumulée de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, de l'Espagne et de l'Angleterre. Et pourtant, le Brent végète autour des 89 $. 5 mois et demi de guerre, Hormuz fermé à 90% et le pétrole... Bye. Et on s'habitue vraiment à tout dans ce bas monde. Washington change donc de méthode. Aujourd'hui, moins de missiles, plus de sanctions. Forcément, les missiles en ont plus. Donc, changement de sanctions avec l'opération lancée dorénavant qui s'appelle Opération Economic Fury, confiée à Scott Bessent. Cette fois, après 2200 sanctions depuis 2018, l'Iran est toujours là, mais apparemment, cette fois, ces sanctions, elles vont marcher. Ça me rappelle Bruno Le Maire à l'époque qui voulait mettre la Russie à genoux. Et pendant que Trump commente l'inflation iranienne, l'ironie se chargeant du reste, un pétrolier transportant 800 000 barils de brut russe est en train de fuir au large d'Oman dans une réserve naturelle pour les baleines. Mais ça, tout le monde s'en fout. On est beaucoup trop occupé à regarder les Américains et les Iraniens s'envoyer des conneries sur les réseaux sociaux. Changement de décor, changement d'endroit. Parlons maintenant de la Corée, du Kospi et de la mémoire. Le mois dernier, l'indice coréen, le Kospi, s'est effondré de 22%, son pire mois depuis la crise de 2008. Pourquoi? Eh bien parce que des dizaines de milliers de particuliers coréens, des gens normaux, s'étaient chargés en ETF à effet de levier sur une seule action, Samsung ou Hynix. Pas un panier diversifié, une seule action, avec du levier. Tant que ça monte, tout le monde est un génie. Mais quand le vent tourne, les liquidations forcées se déclenchent, ça vend automatiquement, ça fait baisser, ce qui déclenche d'autres liquidations qui font encore baisser. Nombre record de suspensions de cotation, des milliards d'épargnes qui ont été pulvérisés dans la nature. Il a même fallu que le régulateur intervienne et impose des dépôts minimum en cash pour éteindre l'incendie. Un pays entier en PLS sur un produit financier. Fin de l'histoire. Ben non, pas fin de l'histoire, pas du tout. Au contraire, depuis le 30 juillet, donc depuis 2 semaines, le Kospi a repris 23% et ce matin, il est donc techniquement entré en bull market. Oui, un bull market, c'est 20% de rebond par rapport au plus bas. Donc on est à 23%, donc on est dans un nouveau bull market sur la Corée. Récapitulons donc, en 6 semaines, cet indice s'est effondré, a ruiné une partie de sa population, a été mis sous la tutelle réglementaire et il est reparti comme si de rien n'était. Et le moteur dans tout ça, c'est la mémoire. Les puces mémoire, l'IA en avale des quantités hallucinantes, la capacité de production est limitée et il y a 3 sociétés sur Terre capables de débloquer le goulot. Ce matin au Japon, le Topix touche un record historique et Kioxia s'envole de 10%. Ils vendent littéralement du sable au prix de l'or. Et maintenant, on arrive au moment pour lequel je vous ai demandé de rester. Hier soir, après la clôture, Cisco a publié ses résultats. Cisco, pour ceux qui ne suivent pas, c'est la boîte qui fabrique les équipements de réseau, les commutateurs, les routeurs, tout ce qui fait circuler les données dans un centre de données. Et en ce moment, avec l'IA, c'est exactement là où il faut être. Et les chiffres de Cisco étaient excellents. 17,3 milliards de chiffre d'affaires, en hausse de 18%, un bénéfice de 1,22$ contre 1,17$ attendu, des commandes liées à l'IA à 9,3 milliards, et pour l'année prochaine, ils annoncent 72 à 73 milliards de revenus, quand le consensus en espérait péniblement 69. Carton plein sur toute la ligne. Le titre a perdu 4% after close. Pourquoi? Bah oui, parce qu'il y a encore une fois une ligne dans la publication des résultats, une seule ligne qui est la marge brute qui passe de 68,4% à 66,3%. 2 points de marge qui s'évaporent et la cause, c'est le prix des composants. La mémoire, très exactement la mémoire qui monte. Vous voyez où je veux en venir?
les 2 points de marge que Micron ou Hynix ou Samsung viennent de gagner, c'est pas une création de valeur, c'est un transfert de valeur. Il y a quelqu'un qui les paye. Et hier soir, c'était Cisco. Le marché a passé la journée à acheter l'histoire de la mémoire d'un côté et l'histoire de l'IA de l'autre, avec exactement le même enthousiasme, sans jamais remarquer que finalement c'est la même histoire entremêlée, avec une vision différente selon du côté de la facture où on se place. Quand vous vendez du sable au prix du caviar, il y a forcément quelqu'un quelque part qui fait la cuisine et qui pleure en regardant l'addition. Certainement que le marché finira par le comprendre un jour. Le problème, c'est qu'il le comprend souvent, toujours, avec 6 mois de retard. Mais regardez le nombre de produits électroniques qui sont en train d'augmenter, ça va finir par se voir. Je vous donne un exemple. J'ai voulu acheter un écran l'autre jour, un grand écran pour plugger mon PC dessus. Ça valait 1000 francs. Il y a, 3 semaines en arrière. Ça vaut 1006. Rien n'a changé, c'est le même. Juste le même, juste à cause des composants. Et puisqu'on est dans l'absurde total, encore juste 2 petites choses pour la route, juste pour prendre la température de l'ambiance des marchés. La première, c'est une société qui est venue récemment en bourse qui s'appelle Continuum. Et ils ont gagné 28% hier soir, après sa toute première publication en tant que société cotée. Elle a annoncé fièrement un chiffre d'affaires annuel attendu entre 28 et 32 millions de dollars. Des millions, pas des milliards, je précise. La capitalisation boursière de la boîte, c'est 18 milliards. Ils gagnent entre 28 et 30 millions. C'est pas mal quand même. En deuxième, c'est SpaceX. SpaceX a repris 10% hier sur un simple discours d'Elon Musk devant ses employés. Il a annoncé au passage que Starlink comptait 22 millions d'abonnés mobiles. Sauf que Starlink a annoncé à la fin du trimestre qui vient de se terminer, il y a quelques jours encore en arrière, qu'ils avaient environ 12 millions de clients. Ils sont où les 10 là entre deux ? Ils ont 10 millions de souscripteurs en 15 jours, ça paraît quand même un petit peu tendu. Donc il y a un journaliste du Barron's, un vrai journaliste dans un vrai journal, qui a été obligé de préciser noir sur blanc qu'il ne semblait pas que SpaceX ait secrètement lancé un système de téléphone portable. Personne n'a demandé ou n'a osé demander d'où sortaient les 10 millions manquants. Le titre a pris 10% quand même. Et si vous détenez un fonds indiciel américain, donc à peu près tout le monde qui a un plan de retraite, félicitations. Vous venez d'acheter 10 millions d'abonnés SpaceX dont personne ne sait où ils sont. Alors la question qu'on doit tous se poser maintenant, c'est on attend quoi maintenant ? Parce que le CPI, c'était le rendez-vous, on l'a attendu 10 jours, on l'a eu, on l'a digéré en 40 minutes et on n'a même pas fait un nouveau record avec. La cartouche est donc brûlée. Il reste le PPI aujourd'hui, les ventes de détail demain et après ça, le désert. 2 semaines de vide en plein mois d'août avec la moitié des gérants sur un pédalo. Et croyez-moi, c'est exactement dans ce genre de vide que les marchés font n'importe quoi parce qu'il n'y a plus personne en face pour les contredire. Les accords de paix, tout le monde s'en fout. Les accords de guerre, tout le monde s'en fout également. On va juste devoir attendre Jackson Hole et puis au bout du désert, il y aura encore une date, le 26 août. Et oui, le 26 août, il se passera 2 choses le même jour. Le matin, on publiera le PCE de juillet, c'est-à-dire la vraie mesure d'inflation, celle que la Fed regarde réellement, celle sur laquelle son objectif de 2% est calibré, le chiffre qui décide du prix de l'argent pour la planète entière. Et le soir après la clôture, Nvidia publiera ses résultats. Le prix de l'argent et le carburant du rallye, à 8 heures d'intervalle. Je vous laisse deviner lequel des deux va faire bouger l'indice. Dans un monde normal, c'est le PCE qui commande, parce que c'est lui qui fixe le coût du capital pour tout le monde, y compris pour Nvidia. Le taux est en amont de tout, mais on est en 2026. Et en 2026, on sait tous très bien que le marché passera 30 secondes sur le PCE et 4 heures à décortiquer la marge brute de Jensen Huang. Voilà, en une seule journée de calendrier, le résumé complet de l'époque, on a inversé la hiérarchie entre l'économie tout entière et une société qui fabrique des cartes graphiques. Alors qu'est-ce qu'on retient de cette journée qui n'avait l'air de rien ? Qu'on a fêté une inflation à 3,4% en applaudissant un chiffre qui tient sur une baisse de l'essence qui n'a pas vraiment eu lieu, qu'un pays paye 1380 milliards d'intérêts par an et que ça n'intéresse personne parce que c'est pas dans le titre, et qu'une entreprise peut battre toutes les attentes et perdre 4% parce que le vrai sujet était caché dans 2 points de marge brute. Le marché en ce moment, c'est pas un mensonge, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est un accord tacite entre des gens qui ont tous intérêt à ne pas regarder au même endroit en même temps. Ça peut durer longtemps, ça a déjà duré longtemps, ça durera encore probablement un bon moment. Surveillez le PPI à 14h30 aujourd'hui, abonnez-vous à cette chaîne, ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve demain pour les ventes de détail américaines et pour tout le reste. Maintenant, vous connaissez la chanson, on like, on partage et on commente. Moi, je vous dis déjà à demain. Bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.